Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Christie's Paris. Sens de la visite, le podcast qui écoute vos histoires de l'art. Du 8 au 23 juin, l'antenne parisienne de Christie's, la célèbre maison de vente aux enchères internationale, va vivre à l'heure d'Hubert de Givenchy et de sa collection. Parce que le créateur de la marque Givenchy, figure majeure de la haute couture, possédait jusqu'à sa disparition en 2018 à l'âge de 91 ans, une incroyable collection d'œuvres et d'objets d'art qu'il a sélectionnés tout au long de sa vie avec goût et passion pour décorer et habiller les résidences qu'il habitait. Chez Christie's Paris, 2 ventes physiques du 14 au 17 juin et 2 ventes en ligne du 8 au 23 juin vont se succéder pour offrir sur le marché l'ensemble de ces pièces, œuvres d'art, objets décoratifs, mobilier, sculptures, peintures, qui ornaient ces 2 résidences les plus emblématiques. L'hôtel d'Orwer à Paris, rue de Grenelle, et le manoir du Joncher dans la vallée de la Loire. Plus de 1200 lots seront mis en vente, 1229 exactement. Parmi les plus prestigieux, certains sont estimés entre plusieurs centaines de milliers et quelques millions d'euros. Par exemple, vous trouverez des chefs-d'œuvre de l'âge d'or du mobilier français, le XVIIIe siècle, comme un canapé et sa suite de 3 fauteuils d'époque Louis XVI, un bureau à cylindre de l'ébéniste star du XVIIIe David Röntgen, ou un bronze représentant Bacchus attribué au sculpteur Gérodon. Ces objets d'art, classiques, côtoient dans cette vente, comme avant, dans les intérieurs décorés d'Hubert de Givenchy, des chefs-d'œuvre de l'art moderne, tels Picasso, Giacometti, Miro ou Lalanne. Pour le marché de l'art, les collectionneurs, les antiquaires et les galeristes, cette vente est déjà un événement. Mais ce qui la rend attachante, c'est qu'elle permet aussi à un plus large public de s'y intéresser. Parce que tout le monde sera invité à aller voir les plus belles pièces de la collection au siège de Christie's, avenue Matignon, à Paris, dans les jours précédant la vente. Mais aussi parce que sur les 1229 lots présentés, loin des estimations vertigineuses, il y a aussi des objets du quotidien qui seront vendus, comme une chaise de bureau des années 70 estimée entre 50 et 100 euros, ou une cafetière estimée entre 100 et 120 euros. Lot après lot, c'est une partie de la vie d'Hubert de Givenchy qu'on voit défiler. Cette vente exceptionnelle, pour nous en parler, nous sommes allés rencontrer Cécile Verdier, la présidente de Christie's Paris, qui nous a raconté avec passion l'histoire d'Hubert de Givenchy et de sa collection, et qui s'est aussi confiée sur son métier et cet univers assez secret des ventes aux enchères. Et puis, nous avons eu le privilège de nous rendre dans les réserves de la maison Christie's. Là-bas, 2 spécialistes en art moderne et en mobilier nous ont sorti certaines pièces incontournables de la collection pour nous en parler avec leur regard d'experts. Alors à la fin de cet épisode, après avoir entendu toutes ces histoires d'œuvres, de collections et d'enchères, peut-être que votre curiosité vous poussera à vous intéresser un peu plus à certains lots de cette vente. Mais ensuite, ce sera votre émotion face à une œuvre ou votre passion pour un objet qui vous décidera, ou pas, à passer à l'acte d'enchérir. Hubert de Givenchy a souvent dit que s'il n'avait pas été couturier, il aurait pu être décorateur, en tout cas ou collectionneur. Cécile Verdier, présidente de Christie's Paris. Il avait toujours en tête un projet d'une maison, de refaire quelque chose. Il a eu beaucoup de maisons dans sa vie. Il a eu un appartement au Champ de Mars, il a habité rue Faber, voilà. Ensuite, il a habité rue des Saints-Pères, et puis ensuite rue de Grenelle. En parallèle, il a eu une maison à la campagne, il a eu un chalet à Megève, il a une maison à Jean-Cap-Ferrat, le Clos Fiorentina. Il a eu beaucoup de maisons dans sa vie, mais à chaque fois, il a recréé des atmosphères différentes, avec des points communs dans toutes ces maisons. Mais véritablement, on sentait que c'était un projet comme une collection de mode, de faire un lieu et d'avoir un côté d'une œuvre d'art totale. Là, les objets dont nous parlons dans cette vente, les 1200 lots et plus qui composeront la vente, sont réunis dans ces 2 dernières résidences, les 2 qu'il avait gardées, qui étaient l'hôtel d'Orwer à Paris, c'est un hôtel particulier dans la rue de Grenelle, et puis le manoir du Joncher, entre manoir et château, qui est une ravissante maison
commencé à l'époque Renaissance, qu'il avait largement reconstruit, une fantastique qualité. Donc c'est vraiment le contenu de ces deux maisons. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, quand on a une maison à Paris, une maison à la campagne, finalement dans la tradition d'une grande famille classique, on a à la campagne une maison de famille avec du mobilier classique, et puis on a à Paris une façon de vivre plus moderne. C'est l'inverse ici. À Paris, il n'y a pas une pièce, en tout cas dans le mobilier moderne, on est dans du vrai et grand XVIIIe siècle, quelques grands tableaux modernes, et à la campagne, en revanche, il a mélangé avec aussi des choses classiques, avec du Lalanne, du Giacometti, un peu de scandinave, donc avec une vision un peu plus moderne de la décoration. Donc c'est assez étonnant parce que c'est pas ce qu'on attendrait. Il a aussi eu des focus pour des artistes qu'il a beaucoup aimés, donc quand on a pas mal d'œuvres, évidemment Diego Giacometti. Ici, nous sommes donc chez Christie's et nous avons une série de pièces de Giacometti, de Lalanne, de Joseph, des sculptures du XVIIe siècle, voilà, des flambeaux aussi de myrrhe qui sont une petite évocation en fait de la collection dans ses différents aspects. En quoi la vente Givenchy chez Christie's est un événement? Alors, 1200 lots, c'est déjà concrètement un événement, parce que vendre 1200 lots en quelques jours, c'est pas quelque chose qui a lieu tous les jours. C'est évidemment le nom d'une personnalité forte qui incarne le grand goût français. Personnalité iconique des années 50 à 70, 80, figure de la mode, mais de la mode dans une version extrêmement classique, architecturée. Il a été très connu pour son innovation en termes de mode, mais il était très connu pour son goût, pour sa façon de savoir allier le goût des grands artisans français, des grands restaurateurs, que ce soit les artisans brodeurs, les artisans tapissiers. Il a beaucoup aimé les sièges, parce que les sièges, pour lui, sont le support d'expression du tissu. D'une autre façon que dans la mode, vous avez des fauteuils avec des broderies de cuir, rebrodés, surbrodés. Parfois, certains ont été même réalisés par les petites mains de la maison Givenchy. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'un grand goût français, de la grande décoration, d'un certain classicisme français, assez épuré, parce qu'il a su créer des atmosphères très chaleureuses, quelque chose d'assez intime malgré la grandeur, avec l'idée qu'on puisse vivre dans l'intérieur avec beaucoup de mobilier classique, premièrement, et deuxièmement de voir comment il peut remarquablement bien se marier avec de l'art moderne. Et on a vraiment l'illustration autour de nous à le moment où je vous parle. Je ne sais pas si nous avions aussi dit que Hubert de Givenchy est lié à Christie's depuis très longtemps, puisqu'en 1993, il a fait sa première vente avec nous, d'une vente qui avait lieu à Monaco. À l'époque, on ne pouvait pas vendre en France, sur le territoire métropolitain français, donc on vendait à Monaco. Et en fait, à l'époque, il avait voulu vendre une partie de sa collection de mobilier pour des raisons pratiques, d'étage. La vente a tellement bien marché à l'époque, il a finalement recommencé à collectionner. Ensuite, il nous a fait le plaisir d'entrer au conseil de surveillance de Christie's, Paris. Il nous a souvent aidés pour la mise en place et la scénographie d'exposition d'autres collectionneurs. Et puis, il nous avait fait le plaisir de vendre cette partie de collection d'œuvres de Giacometti en 2017. Donc, c'est un long compagnonnage avec Christie's qu'on est très heureux de célébrer aussi avec cette vente. C'est l'occasion maintenant, avec Léa Bloch, spécialiste en art moderne et impressionnisme, de faire un focus sur une des œuvres phares et emblématiques de cette collection, la sculpture « Femme qui marche » de Giacometti. C'est une œuvre qui est extrêmement intéressante et c'est pas innocent que l'œuvre ait fait partie de la collection de Givenchy. L'œuvre représente une figure qui est élancée, extrêmement gracieuse, extrêmement pure, mais en même temps très hiératique. Alors le titre est Femme qui marche, mais quand on la regarde de plus près, en fait, elle est un tout petit peu penchée vers l'avant. Et c'est ce hiératisme qui fait vraiment penser à l'influence qu'a pu avoir l'art étrusque et l'art égyptien dans l'œuvre de Giacometti à ce moment-là. Quand on regarde les pieds qui sont extrêmement purs, extrêmement simplifiés, on pense évidemment à tous les sarcophages que nous pouvons voir encore aujourd'hui au Louvre et que Giacometti a probablement vu. Et en même temps, au moment où l'œuvre est conçue, on est entre 1932 et 1936, Giacometti est au cœur de sa période surréaliste et on comprend très bien pourquoi cette œuvre incarne aussi la période surréaliste par ce creux qui est juste en dessous de la poitrine de la femme. Et ce creux extrêmement mystérieux, un des historiens de l'art les plus spécialistes de Giacometti disait que pour lui, cette cavité, ce creux, pouvait représenter un reliquaire qui avait été vidé de ses trésors. Donc on a évidemment quelque chose d'extrêmement poétique qui répond complètement à la période surréaliste. Et quand on sait évidemment la carrière qu'a pu avoir Hubert de Givenchy en tant que couturier, ce n'est pas innocent qu'il ait choisi cette œuvre, surtout quand on connaît son histoire. En fait, aujourd'hui, il s'agit d'un buste qui est sans tête et sans bras et qui avance
vers l'avenir, dans un mouvement qui est à peine suggéré. Mais initialement, quand elle a été conçue par l'artiste, il lui avait ajouté des bras en plâtre et sa tête était suggérée par un manche de violoncelle. L'œuvre, en 1932, a été immortalisée par Man Ray et titrée Mannequin. Donc quand on connaît la carrière de Hubert de Givenchy, c'est tout à fait intéressant qu'il ait flashé sur cette œuvre-là qui avait, à un moment, par les surréalistes, été envisagée comme un mannequin, pour ensuite avoir été encore changé par l'artiste en 1933, puisqu'il a retiré la tête en manche de violoncelle, mais gardé les bras. Les bras ont été retirés en 1936 et l'œuvre est restée encore aujourd'hui sous cette forme finale, donc qui est sans tête, sans bras, avec ce buste d'une épure, d'une élégance, d'un minimalisme qui laisse à penser que l'œuvre aurait pu être créée aujourd'hui et qui montre justement à quel point cette figure, dans sa plus parfaite simplicité, dans cette modernité du trait, de la ligne, ont pu évidemment lui plaire et correspondre à son regard de couturier qui avait l'habitude d'habiller tous ses mannequins, comme Giacometti a pu le faire d'une autre manière quand il a pensé ce buste qui allait vers l'avant. Il y a aussi plein de gens qui sont intéressés parfois dans la vente aux enchères par des plus petits lots. Est-ce que cette vente, elle est aussi accessible à des gens qui n'ont pas donc des moyens illimités, on va dire ? Alors c'est l'avantage d'une vente de collection et d'une vente de maison. Dans une vente de maison, vous allez acheter des objets à 500 € jusqu'à des objets à plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. Toute la gamme se trouve présente à la collection et on a effectivement, notamment dans la partie vente en ligne, des lampes de lecture, des canapés, des objets d'orfèvrerie, voilà, des objets décoratifs dans des gammes de prix très très larges qui permettent à chacun de garder un souvenir du goût Givenchy. Alors attention néanmoins parce que dans les ventes comme celle-ci, c'est souvent ces petits objets-là qui de façon exponentielle vont faire le plus en proportion de leur valeur d'origine. Mais à chaque fois, dans toutes les ventes, même quand il y a 1200 lots, il y a toujours ce qu'on appelle un trou en vente publique. Un objet qui ne fait pas tout à fait son prix parce qu'il y en a eu 3 d'avant, parce qu'on n'a pas réussi à joindre un collectionneur, c'est des choses qui arrivent dans la vie des objets. Et donc, il faut suivre les ventes. C'est vraiment des ventes dans lesquelles il faut essayer d'être physiquement présent, en tout cas dans les 2 ventes au théâtre, et puis ici chez nous, et de les suivre en ligne, parce qu'il y a toujours des opportunités dans les ventes, et c'est assez excitant. Il y a une dramaturgie pendant une vente aux enchères. Absolument, c'est une mise en scène, c'est une vraie mise en scène. On travaille actuellement avec un scénographe pour la mise en place de l'exposition, pour la mise en place de notre salle de vente à l'hôtel Marigny. Non, c'est vraiment une vraie mise en scène. On raconte une histoire, on raconte l'histoire du goût d'Hubert de Givenchy. Une vente aussi importante que celle-là, aussi gigantesque. Quel est l'impact qu'elle a sur vous en tant que présidente de Christie's ? Mon sommeil. C'est le premier, puisque comme vous imaginez, c'est un gros projet pour la maison. C'est pas un projet uniquement pour Christie's France, c'est un projet pour Christie's International, donc c'est beaucoup de travail de coordination. On a une équipe, bien sûr, qui ne s'occupe que de cette vente à Paris, mais avec des relais à New York, à Hong Kong, à Londres, etc. Donc c'est ça aussi la force de Christie's. On est une maison mondiale. À Paris, on est une petite antenne d'une maison beaucoup plus importante que nous. Beaucoup de nos collègues vont venir à Paris, des collègues d'Asie, des collègues des États-Unis, des collègues de différents pays d'Europe, pour présenter les œuvres, trouver des acheteurs, vendre la collection, si je puis dire, et puis nous aider dans tous les aspects techniques, logistiques. Enfin, c'est une grosse machine, une vente comme celle-ci. C'est des tickets d'entrée, des previews pour les VIP le matin. Enfin, c'est beaucoup de choses organisées, beaucoup de gens à l'accueil, des gens qui parlent chinois, des gens qui parlent anglais. Du reste, la vente du 14, ça sera la seule vente dans le monde chez Christie's ce jour-là. Et bien sûr, ma charge en tant que présidente de la maison ici, c'est de s'assurer qu'à tout moment, on correspond à ce que nous avons promis à nos vendeurs, on remplit notre contrat, si je puis dire, et être le plus fidèle à l'esprit d'Hubert de Givenchy, en tout cas, on en a compris à travers nos discussions avec ses proches, avec sa famille, pour faire de cette vente quelque chose qui lui ressemble le plus et qu'on puisse, par là même, obtenir le plus beau résultat financier qui couronnera ses choix esthétiques. Vous êtes investi d'une mission, d'une certaine manière aussi, par rapport à la famille, aux héritiers de la famille. Complètement, je suis complètement en mission, je suis avec eux au téléphone absolument tous les jours. C'est une mission, mais c'est une belle mission, c'est une mission qui nous honore, et c'est une mission de mémoire aussi, c'est une mission financière, parce qu'on est là pour que les choses se vendent le plus cher possible, mais c'est une mission de mémoire, c'est vraiment essayer de rendre hommage à ce goût et de le faire partager au plus grand nombre pour montrer à quel point il est universel, il est encore valide aujourd'hui, il le sera encore demain. Pendant ces 2 ventes physiques notamment, où est-ce que vous serez ? Alors l'une d'elles, je serai au marteau. Et la seconde, si je ne suis pas au marteau, je serai probablement au téléphone avec un client en train d'enchérir. Mais justement, ce que je trouve formidable dans notre métier, c'est le fait qu'il n'y ait pas une étape, qu'il y en ait 1000, parce que sinon c'est très routinier. Concevoir le catalogue, choisir le scénographe, choisir le traiteur pour le dîner, savoir quelle œuvre va faire tirer en tour et pourquoi,
travailler sur la stratégie d'estimation, qui inviter au dîner, pourquoi exposer cette œuvre à New York ou à Hong Kong, comment parler aux journalistes, comment expliquer ce goût, non pas uniquement pour obtenir plus d'argent, parce que c'est ça notre métier, mais pour vraiment transmettre cet héritage. Notre métier de commissaire-priseur, c'est un métier de passeur, c'est un métier d'intermédiaire. On nous confie quelque chose, on va le transmettre à d'autres, on va raconter une histoire et on va essayer de faire le plus beau moment possible pour les vendeurs qui seront heureux qu'on ait magnifié leur collection en ayant rendu hommage de la meilleure façon, et pour les acheteurs d'avoir eu le sentiment de participer à un moment d'exception. Comment vous pourriez convaincre quelqu'un de venir visiter l'exposition de la vente sans obligatoirement participer à la vente? Quelqu'un qui finalement connaît peu Christie's ou peu Givenchy. Alors, c'est intéressant. D'abord, je crois qu'on n'aura pas besoin de convaincre parce qu'on va plutôt avoir du mal à accueillir tout le monde. Mais convaincre, c'est juste de dire, venez voir comment le XVIIIe siècle, c'est moderne. C'est exactement ce que va nous démontrer Stéphanie Joachim, spécialiste en mobilier et objets d'art. Elle nous a présenté en avant-première, dans les réserves de Christie's, 2 pièces de mobilier XVIIIe siècle au mécanisme surprenant. Donc le voici. C'est un bureau à cylindre. David Röntgen est un ébéniste allemand. Louis XVI lui commande plusieurs meubles, dont un bureau à cylindre qu'il reçoit en décembre 1781. Il est très probable que les 4 bureaux étaient destinés à 4 membres de la famille royale. Un pour Louis XVI, certainement un pour chacun de ses frères, le comte de Provence et le comte d'Artois, et probablement le 4e pour l'une des épouses des comtes. Il y a un bureau aujourd'hui à Versailles, et puis il y a un autre bureau qui est dans les collections royales anglaises, aujourd'hui à Buckingham. Puis on connaît un 3e bureau aussi, toujours identique, en main privée aujourd'hui, qui a appartenu à Talleyrand. Et il y a ce 4e bureau de la collection Givenchy. Donc on connaît 4 bureaux, donc c'est un corpus très très restreint, d'une confection parfaite. Bon, ça c'est David Röntgen. Où est-ce qu'il était, donc ce bureau de Röntgen, chez Hubert de Givenchy? Il était dans sa chambre, à la droite de son lit. À côté de ça, il y avait sa corbeille dans laquelle il avait disposé ses croquis joliment enroulés. C'était son bureau de travail. Est-ce qu'on peut parler de l'estimation de ce bureau? Naturellement, l'estimation est communiquée au catalogue. On est sur une estimation de 500 000 à 800 000 euros. C'est une pièce rare. David Röntgen, ses gages de précision. Il avait une façon de mettre ses plaquages sur un bâti qui fait que finalement les meubles ne bougent pas plus de 200 ans après leur création. C'est assez épatant. Ouais. L'état de conservation, il est fascinant parce qu'il est devant nous et on a peine à imaginer qu'il est de 1780. Ouais. Alors, il est entièrement plaqué. Et puis aussi, petit détail qui est récurrent dans l'œuvre de Röntgen, c'est qu'il avait un sens très pragmatique de son commerce, c'est-à-dire qu'il livrait des meubles qui devaient être transportés facilement. Dans ce but, tous ces meubles avaient des pieds dévissables. Donc ces meubles étaient, entre guillemets, en kit. Donc Ikea n'a rien inventé. David Röntgen était là avant. Et on peut voir, du coup, encore aujourd'hui, les marquages des meubles pour savoir à quel endroit remonter tel et tel pied. Voilà. Vous avez parlé de mécanisme tout à l'heure. Il consiste en quoi, ce mécanisme? À créer l'effet de surprise et aussi à dissimuler des tiroirs secrets. Je l'ouvre? Oui. Je suis venu là pour ça. On va se reculer. Et on a des secrets du coup au niveau. Voilà. Et puis au niveau des caissons, donc là vous avez la serrure qui est cachée. Donc on tire. Finalement, ce meuble, il représente ce qu'on a maintenant dans nos ordinateurs, c'est-à-dire une boîte mail, des clouds, des disques durs externes où on peut stocker, parce que là, c'est plein de petits tiroirs où on peut stocker nos affaires et nos documents. Et puis on découvre des tiroirs secrets, c'est vrai qu'on ne devine pas forcément quand on voit le caisson qu'il y a 2 tiroirs à l'intérieur, que l'architrave, que les degrés dissimulent des tiroirs. Non, c'est magique. David Röntgen, oui, il nous fait rêver, et c'est de la magie, et tout ça caché dans un meuble très architectural. David Röntgen, c'est ça en fait, c'était un inventeur permanent. Il a inventé de nouveaux types de marqueterie. Et puis, vous voyez, en fait, il était tellement connu pour ça qu'il n'avait même pas besoin de signer ses meubles. Il n'y a pas d'estampille de David Röntgen, parce qu'en fait, la qualité des chaînes employées pour le bâti, la qualité des acajou, toujours extraordinaire, la qualité de ses bronzes, font qu'il n'avait pas besoin de signer. Puis il était le seul à savoir faire ça. Je voulais juste vous montrer cette table de Jean-Henri Eresner, qui était également dans la chambre d'Hubert de Givenchy. Jean-Henri Eresner est une figure incontournable de l'ébénisterie du XVIIIe siècle. Encore une pièce que vous nous avez sortie, vous nous avez gâté, on a l'impression d'être au téléachat presque. Donc là, je voulais vous parler de cette table, ça s'appelle une table à la tronche.
Alors Tronchin, c'était le docteur Tronchin, un médecin suisse, qui a demandé à un ébéniste de lui inventer une table permettant de travailler debout afin de se tenir le dos droit et de ne pas avoir de scoliose. Donc, sur une table à la Tronchin, on trouve une manivelle qui est ici. On est encore sur du mécanisme. Voilà, exactement. Donc vous la mettez à la hauteur qui vous convient. Donc là, vous avez actionné une manivelle qui a fait lever le plateau. Vous prenez le plateau pour écrire, vous mettez au degré qui vous intéresse, et comme ça, vous pouvez vous placer devant au niveau des pupitres. Vous remarquerez qu'aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, on a réinventé les meubles à écrire debout. Voilà, le 18e l'avait déjà inventé. Elle est estampillée Riesner sur un des montants. Georges Geffroy a eu cette table à la Tronchin dans sa collection, qui est passée ensuite dans la collection de Bonnie Mellon, et Bonnie l'a offert à Hubert de Givenchy. Voilà, ça c'était pour la provenance, en tout cas, 20e siècle. C'est un peu un des circuits préférentiels de l'acquisition des pièces de Givenchy. Geffroy le décorateur, Bonnie Mellon, une amie, collectionneuse, cliente. Ouais. Bonnie Mellon, c'est une figure incontournable dans la vie d'Hubert de Givenchy. Ouais. Et pour rester concret, quelle est l'estimation de cette pièce ? L'estimation de la table à Tronchin de Riesner est de 100 à 200 000 euros. Elle figurera dans la vente des chefs-d'œuvre du 14 juin. Une vente de collection, c'est une occasion supplémentaire, c'est une dimension supplémentaire qu'on ajoute autour des œuvres. Quand elles ont été réunies par une personne qui a fait avec son œil des correspondances entre les œuvres, c'est ça qu'on va raconter, c'est ça le goût. Le goût, c'est pas uniquement de choisir ce bureau, mais c'est de choisir avec ce casque et en plus de mettre ce casque dessus. Mais raconter ça, cette subtilité de qu'est-ce que c'est que le goût, qu'est-ce que c'est d'avoir du goût, comment le goût ça se développe, ça se construit, c'est ça qui est passionnant quand on regarde une vente à travers les yeux de quelqu'un, donc d'un collectionneur qui a réuni toutes les œuvres. Comment vous vous êtes informé sur Givenchy, son goût, sa collection ? Concrètement, à partir du moment où vous savez qu'il y avait la vente, j'imagine, qu'est-ce que vous avez fait pour connaître, pour nous raconter les histoires que vous nous racontez depuis tout à l'heure ? Alors d'abord, je le connaissais. Pas très très bien, mais je l'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie, ça c'est une première chose. Deuxièmement, j'ai rencontré sa famille, qui m'a beaucoup parlé de lui, ses amis, qui sont plus de sa génération que de la mienne. Et puis j'ai lu une biographie, et puis j'ai lu des articles de presse, des hommages qui ont été rendus au moment de sa disparition en 2018. Et puis on a eu la chance de pouvoir regarder beaucoup de photographies de famille, que sa famille nous a proposées pour illustrer le catalogue. Donc c'est une enquête en fait que vous faites. On ne va pas écrire de livre, on va juste écrire un catalogue de vente, en essayant d'avoir compris au maximum de qui nous parlions à travers tous ces témoignages qu'on a pu réunir. Quand on s'implique autant, même presque affectivement, finalement, puisque vous rencontrez la famille, les amis, ce sera peut-être difficile de ne rien ressentir au moment de la vente, quand les pièces vont partir aux quatre coins du monde. Alors moi, je ne suis pas du tout attachée aux objets. C'est peut-être pour ça que je peux faire ce métier, parce que sinon, ça serait terrible. On a la chance d'être nourri par ces objets qui sont autour de nous tout le temps. Donc en fait, on a moins besoin, quelque part, de les posséder. Voilà, donc c'est plutôt c'est l'émotion de faire une vente, voilà, de sentir une responsabilité, encore une fois, vis-à-vis de lui, vis-à-vis de sa famille. Il y a plein d'œuvres avec lesquelles on aimerait partir, mais j'ai la chance de pas du tout être attachée aux œuvres, parce qu'elles sont là. Est-ce que vous avez une anecdote qui a été soit racontée directement par Givenchy, soit par sa famille, sur lui, qui pourrait le décrire, qui pourrait aider à comprendre le personnage et l'homme qu'il était ? Quand à la fin de sa vie, alors qu'il avait plus de 88 ans et qu'il était en rue de Grenelle, il habitait un hôtel particulier, il y avait un petit pavillon à l'entrée et il s'est dit que pour la fin de sa vie, il aménageait le petit pavillon dans un esprit complètement moderne et non, oui, c'est pour plus tard. Et il disait à Charlie Cator, Charlie, il faut avoir des projets, toujours des projets. Et quelqu'un de 90 ans qui vous dit toujours des projets, Charlie, pour moi c'est le sel de la vie. On sait bien qu'on devient vieux quand on n'a plus de projets. C'était un monsieur extrêmement grand, il devait faire pas loin de 1m95, très bel homme, qui avait une élégance naturelle. On voit dès les premières photos très touchantes de lui quand il commence, 20 ans, 25 ans, 28 ans, on voit l'homme pressé, il y a des photos qui sortent de sa voiture, incroyablement bien habillé, mais une énergie insensée. Pour réussir à faire ça aussi longtemps, toute une vie, c'est qu'il y a une énergie féroce derrière. Donc on sent cette énergie juvénile, très 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 forte, qu'on voit dans ces photos anciennes. Ça c'est très 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 touchant de voir ça. Et puis cette beauté qui, avec les années, change. Mais toujours aussi beau. Ces photos jeunes premiers des années 30, on a ces photos, on dirait Gianni Agnelli dans les 70. Il y a beaucoup de photographies de lui assez touchantes. Une photo, on le voit avec une grande cape, rentré chez lui dans la cour de la rue de Grenelle, de dos. On l'a mis à la fin d'une des ventes du reste, comme s'il partait en disant au revoir. Un chic absolu, une photographie, il est devant une cheminée, appuyé, à regarder ses œuvres, une espèce de hauteur, mais pas méprisante non plus. Une espèce de hauteur de vue, mais pas une hauteur condescendante, voilà, qui est assez subtile. Cette stature de commandeur, elle n'est pas uniquement liée à cette grande taille physique, mais elle est incarnée par une façon de se tenir, d'être droit, d'être réglo, d'être élégant, d'être juste, d'être
chaleureux dans les rapports aux autres, d'être cette espèce d'élégance qu'on voit chez lui et que ce goût traduit en fait. C'est vraiment de la personne au goût. Il y avait ce goût, puis il y avait Philippe Venet, quelqu'un qui l'a accompagné très longtemps, tout au long de sa vie, avec une très belle histoire entre deux. Alors, en plus, cette œuvre s'appelle la collection Hubert de Givenchy parce que 90% des œuvres appartiennent à Hubert, mais c'est l'œuvre d'un couple. Hubert de Givenchy et son compagnon Philippe Venet, 60 ans ou plus de compagnonnage, quelqu'un qui a été aussi un grand couturier, incroyablement reconnu aux États-Unis, mais une personnalité plus dans l'ombre, plus petit de taille, peut-être plus chaleureux, peut-être plus accessible. Et il a joué ce rôle de complément parce que les objets ont été choisis par Hubert de Givenchy, mais vraiment habités par eux deux. Donc c'est véritablement le regard d'Hubert de Givenchy, les maisons du couple que nous présentons aujourd'hui. Et vraiment, le rôle de Philippe Venet est très important dans cette histoire. Le tableau, le Miro, du reste, on a choisi de mettre en couverture de la vente du soir. Le passage de l'oiseau migrateur, on a trouvé que c'est un tableau extrêmement poétique, avec juste ce fond bleu, avec juste ce petit oiseau noir sur un petit fond blanc qui s'envole comme un esprit qui s'éloignerait. Nous a semblé aussi beaucoup évoquer à la fois les deux personnages, leur histoire et cette vision très poétique de l'ensemble qu'ils incarnaient tous les deux. Le tableau était dans leur chambre. Dans la chambre de Hubert de Givenchy. On retrouve justement Léa Bloch, spécialiste art moderne et impressionnisme, pour nous parler de cette toile de Miro, si chère aux yeux d'Hubert de Givenchy. C'est une toile monumentale, elle mesure un petit peu moins de 2 mètres, donc c'est rarissime pour une œuvre de Miro, et qui est en fait un fond monochrome bleu sur lequel il y a uniquement une tache de couleur blanche avec une ligne noire épurée sur cette tache de couleur blanche. C'est une œuvre qui intervient à un moment très particulier dans l'œuvre de Miro, donc elle est faite en 68, et en fait en 56, Miro déménage, il s'installe à Palma de Mallorca, dans son atelier qui sera le dernier de sa vie. C'est un endroit qui est magnifique, qui est perché sur des falaises avec vue sur la mer, baigné de lumière, qui est immense, et on comprend assez facilement pourquoi, grâce à cet endroit, il a eu l'envie de travailler sur des grands formats. À ce moment-là, quand il déménage, il a le plaisir de redécouvrir toutes les œuvres qu'il a pu faire avant. Donc il retrouve toutes ses compositions des années 26-28. Il a envie de se replonger dans cette période surréaliste avec une iconographie toute nouvelle. Parce qu'en fait, entre 40 et 50, Miro a fait plusieurs voyages aux États-Unis. Le premier, en fait, a été permis en 41 parce qu'il y a eu la première grande rétrospective Miro à New York. À ce moment-là, on est en plein cœur de l'expressionnisme abstrait à New York. Il rencontre Rothko. Il rencontre probablement Pollock ou en tout cas toute la veine des artistes de cette école new-yorkaise qui aujourd'hui sont parmi les plus célébrés de l'histoire de l'art. Et il est complètement bouleversé par les œuvres de Rothko qui l'ont complètement métamorphosé parce que l'arrière-plan de cette œuvre, bleu, brossé, on voit quand on s'approche de la toile, on devine en fait le pinceau qui est extrêmement épais, la brosse qui a été appliquée de manière très large, très vaste, qui évidemment nous fait penser à un ciel, mais peut aussi nous faire penser à quelque chose de plus poétique, plus méditatif et plus introspectif, qui est la même invitation qui était suggérée par Rothko dans ses monochromes qui datent des années 60. Et d'ailleurs, dans la maison d'Hubert de Givenchy, cette toile est restée avec lui jusqu'à la fin de sa vie, évidemment, puisqu'elle est avec nous aujourd'hui. Et puis elle était dans sa chambre. Donc c'est quelque chose qui est très méditatif, qui invite à la rêverie, à l'apaisement. Et probablement pour Hubert de Givenchy, qui est un des plus grands couturiers de toute l'histoire, une invitation aussi à créer. On connaît tous cette histoire d'amitié profonde avec Audrey Hepburn, qu'il a habillée dans beaucoup de ses films et qui est devenue une de ses amies les plus proches, enfin son amie la plus proche, qui incarne parfaitement ce goût avec des matières superbes et des formes très très épurées. Bien sûr, il y a également eu Jackie Kennedy, la duchesse de Windsor, beaucoup de femmes, beaucoup d'Américaines qui ont été très proches de lui, qui ont compris à quel point il incarnait cette image de la femme en prise avec son époque, en ne reniant jamais rien de tout ce sens du détail et cette précision insensée de l'œil. C'est ça qu'elles ont aimé chez lui dans la mode et que souvent elles ont voulu prolonger en lui demandant son avis sur des conseils de décoration intérieure. Quand dans les années 50-60 on côtoie comme ça, comme lui, toute la jet set et vraiment l'aristocratie mondiale, de quel milieu social venait-il pour finalement se sentir aussi à l'aise dans ce milieu ? Alors, Hubert de Givenchy vient d'une famille aristocratique française de Beauvais, nord de la France, famille protestante, qui je pense a son sens aussi pour expliquer cette rigueur, cette façon de se tenir, cet respect de certaines règles. Son père est décédé quand il était extrêmement jeune, sa mère s'est retrouvée veuve avec 2 enfants petits, son grand-père était directeur de la manufacture de Beauvais, tapisserie de Beauvais. Ce goût de la tapisserie, des textiles, l'éducation de l'œil, c'est ancien. Donc il ne vient pas d'une famille fortunée, il vient d'une famille éduquée.
Il avait la culture, l'éducation qui lui ont permis d'avoir cette approche et de le transmettre à ses clientes. On parle beaucoup de mémoire, en fait, dans toute notre discussion. Les ventes aux enchères, c'est du commerce pour la plupart des gens, c'est des prix, des ventes, l'offre et de la demande. Mais là, depuis tout à l'heure, je trouve qu'on parle beaucoup de mémoire. Bien sûr. Mais une vente, c'est pas juste les 2 heures de la vente. Pour nous, c'est 1 an de travail. Nous travaillons sur cette aventure depuis le mois d'avril-mai l'année dernière. Donc pendant 1 an, vous vous imprégnez véritablement d'un goût, vous passez du temps dans des maisons, vous discutez, vous creusez, vous allez vraiment à l'essence des choses. Et le commissaire-priseur est un passeur. Le bronze sera toujours le même bronze, mais c'était un bronze qui avait appartenu à Hubert de Givenchy et entre-temps, il a changé de propriétaire. Le propriétaire, il a acheté une parcelle du goût d'Hubert de Givenchy et le fait de l'acquérir fait que tout d'un coup, il va ajouter sa sensibilité personnelle, il va par-dessus celle d'Hubert de Givenchy en espérant avoir amené dans son intérieur, avec cette œuvre, un peu de ce goût qui est de l'immatériel. C'est la mémoire, c'est ce qui fait que les objets nous survivent et racontent nos trajectoires et c'est plutôt joli, c'est plutôt quelque chose de beau. Tous les gens qui veulent acheter des œuvres d'art disent que c'est un bon investissement. Alors, la réponse bateau qu'on fait tous, mais qui n'est pas si bateau que ça, c'est qu'avant toute chose, il faut acheter quelque chose qui vous parle et qui vous aimez. Parce que si au pire, ça vaut plus d'argent demain, au moins vous l'aimez. En vrai, je pense qu'au-delà de ça, c'est quand on aime une œuvre, on s'investit dedans. C'est pas juste acheter comme on achète une robe. Non, je l'aime parce que j'aime sa sculpture, je l'ai regardée, je l'ai digérée, si vous voulez, je le fais mien. Donc, à la fin, vous achetez une œuvre d'art qui vous plaît, avec lequel vous allez vivre. Si elle ne prend pas de valeur commerciale, vous l'avez vraiment aimée, vous serez peut-être déçu si elle perd de valeur, si le marché change. Mais, entre-temps, elle vous aura beaucoup apporté. Et c'est ça l'essentiel. Un grand merci à nos 3 interlocutrices, Cécile Verdier, présidente de Christie's Paris, Stéphanie Joachim, spécialiste mobilier et objets d'art, et Léa Bloch, spécialiste art moderne et impressionnisme, pour leur éclairage et leur regard sur cette vente exceptionnelle qu'est la collection Hubert de Givenchy. Si cette vente vous intéresse, et plus globalement l'univers des enchères, maintenant, à vos stylos, on va vous donner les informations essentielles pour combler votre curiosité. D'abord, pour aller voir en vrai et gratuitement les chefs-d'œuvre de la collection, rendez-vous au siège de Christie's, au 9 avenue Matignon, dans le 8e arrondissement de Paris. L'exposition publique a lieu du vendredi 10 juin au mardi 14 juin. Pour consulter les horaires d'ouverture, rendez-vous sur www.christies.com. C'est l'occasion pour vous d'être immergé dans le goût Givenchy au milieu de ses œuvres et de son mobilier. Pour les ventes aux enchères en elles-mêmes, la première, physique, concernera les chefs-d'œuvre et aura lieu le 14 juin à 16h au Théâtre Marigny, juste à côté des Champs-Élysées. Ensuite, le 15 juin au Théâtre Marigny et les 16 et 17 juin chez Christie's à 10h30 chaque jour. Tout le reste de la collection sera vendu lors de 2 ventes en ligne, l'une pour l'hôtel Dorware et l'autre pour le manoir du Jonchet, du 8 au 23 juin. Rendez-vous donc sur la page dédiée à la vente Hubert de Givenchy collectionneur sur le site internet de Christie's. Naviguez parmi les 1229 lots répertoriés sur le site selon leur date, provenance et estimation. La somme de toutes ces informations permet de rêver à l'histoire de ces œuvres et objets qui seront prochainement entre de nouvelles mains. Pour ne pas rater le prochain épisode, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter. À très vite pour de nouvelles histoires de l'art.